Eh, vous savez quoi? Non. C'est la première fois qu'on enregistre ici, en fait. C'est un endroit différent d'habitude. D'ailleurs, on est où, Ketrus? On est dans les locaux d'un beau jour. Attends, d'ailleurs, un beau jour, ils font quoi, un beau jour? Un beau jour, c'est une boîte spécialisée dans le mariage, mais en fait dans les professionnels du mariage. Ils ont un annuaire qui permet de trouver photographes, stylistes, animateurs de soirée, genre de trucs. Ok, ça peut peut-être intéresser des gens autour de la table, le mariage, je sais pas. Non, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Apparemment, non. Et d'ailleurs, j'ai dit Ketrus, mais on dit Ketrus ou Ketrus? En fait, normalement, c'est Ketrus, mais tout le monde dit Ketrus. Et tu ne reprends pas? Non, parce que voilà, parce que enfin un surnom, ça se modifie, ça se mélange. Et souvent, c'est les autres qui te le donnent, donc Ouais, c'est ça vrai. me dérange pas plus que ça. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on parle pas de toi pendant le podcast, mais qu'on parle de tous les autres sujets qu'on a prévus. Genre des jeux, quoi. Genre, par exemple, Et voilà. qu'on C'est appelle pas mal. John Tajin, par exemple. On peut, mais en tout cas, on s'en fout. Puisque le Contrecast épisode 6, c'est parti. On va commencer par un petit tour de table. Comment ça va, Anya? Bah ouais, nickel, très bien. Je suis Très très bien. contente d'être dans ces nouveaux locaux. Alors, nouveau... Parce Ouais, que- c'est pas vraiment nos Oui, locaux. ça mais... c'est nouveau pour moi, quoi. C'est vrai, pour moi aussi, hein, je te rassure. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de Franbo, qui est un petit jeu indé que j'avais laissé traîner dans ma wishlist Steam, donc voilà, j'ai hâte de vous en parler. C'est vrai que t'aimes beaucoup les jeux indés. Et toi, Ketrus, quel est ton sujet du jour? Mon sujet du jour, c'est un tactical RPG, ça s'appelle Mutantier 0. Super, et ben on va en parler, hein, c'est parti. À part dire que Mutant Year Zero Road to Eden est un tactical RPG, je ne connais pas encore grand chose de ce jeu. Ah si, j'ai cru voir que dans les protagonistes, il y avait un canard avec une arbalète. Mais à part ça, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu, mon cher Ketrus? Eh oui, il y a un canard avec une arbalète, il y a un sanglier mutant, oui c'est ça, un sanglier mutant aussi. C'est les deux protagonistes que tu vas incarner dès le début de l'aventure. C'est-à-dire que quand le jeu se lance, à part une toute petite introduction, tu te retrouves avec ces deux personnages. Pourquoi? Parce que ce sont des mutants. Pourquoi des mutants? Parce qu'on est dans un jeu, enfin dans un univers post-apocalyptique où en plus d'avoir subi ce qu'on appelle la Red Plague, donc une grosse épidémie, la Terre a aussi subi une guerre nucléaire globale. C'est classique en fait dans les post-apos. Et donc certaines personnes ont muté et ces mutants sont utilisés pour aller explorer ce qu'on appelle la zone. Donc la zone, c'est l'endroit dans lequel on va jouer, qui est une partie du monde, on ne sait pas exactement où on est, sûrement dans les Balkans en tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est les indices qu'on nous donne. Et la zone, donc c'est un endroit du monde où tu as ce qu'on appelle des ghouls, qui sont en fait des humains qui sont revenus un peu à l'état sauvage, tu vois, un peu comme dans Borderlands, tu vois, les méchants avec les espèces de masques qui te foncent dessus en criant et que tu shootes au fusil à pompe allègrement. Donc traînent là-dedans des mutants, des sectes post-apocalyptiques aussi qui veulent réduire à néant l'humanité, ce genre de choses. Et donc ces deux protagonistes, donc Bormin, qui a une grosse voix comme ça, qui a une super voix, un peu comme dans Bastion, le narrateur de Bastion. Donc à chaque fois que Bormin parle, c'est mortel quoi. En fait, t'as envie de l'entendre parler tout le temps. Et en fait, il va parler même à plusieurs endroits du jeu. Et t'as Dux qui est un peu ce canard mutant, c'est qui ressemble un peu au canard qu'il y a dans Marvel, qu'on voit d'ailleurs à la fin de Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me souviens. Ouais, j'en ai Howard un vrai the souvenir, Duck. quoi. Qui est un Donc très ça- bel personnage d'ailleurs. Qui est un personnage assez mortel quoi. Mm. Donc voilà. Et ces deux mutants, Bormin et Dux, sont membres de ce qu'on appelle l'Arche, Arc en anglais, qui est une cité qui est en hauteur en fait, où tu peux y accéder avec un grand monte charge et qui a le refuge d'une humanité qui elle veut continuer à vivre, en tout cas normalement, et qui est dirigée par The Elder, donc le sage ou le vieux en français ou l'ancien. Et ces humains et donc cet Elder, eux, ont une quête, c'est d'aller chercher l'Eden, qui est un mythe en tout cas, mais peut-être pas qu'un mythe parce qu'on a des indices qui seraient la terre promise où les hommes ont réussi à reconstituer et à refaire la civilisation d'avant et vivent en paix. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec ces deux personnages-là? Et on va partir à la quête d'Amon. Amon, c'est le méga stalker
de l'Arche, c'est un génie technologique, c'est quelqu'un qui est très bon en survie et qui apparemment aurait trouvé un artefact qui permet peut-être une clé qui permet d'accéder à l'Eden. Mais ce Amon a disparu et donc on va à sa recherche. Donc tu l'as dit, ça c'est pour poser le monde. Alors sachez que ça vient aussi d'un jeu de rôle. Donc Mutant Year Zero existe en jeu de rôle, traduit en français en tout cas pour la plupart, presque tous les suppléments, et qui vient d'un vieux jeu de rôle des années 80 si je me trompe pas, peut-être même avant, qui s'appelle Mutant, et qui après s'est décliné en Mutant Chronicles, qui est aussi très connu, et Mutant Year Zero après. Et donc ça c'est pour poser l'univers. Alors le jeu, comment il se constitue ? Il se constitue de 2 parties, c'est-à-dire comme je l'ai dit, on explore la zone. On est une phase d'exploration en groupe où en fait on va avoir nos petites lampes de poche, on va en vue du dessus, on va explorer le monde et on va récolter des artefacts, des bouts de métal, des morceaux d'armes qui vont nous permettre après de construire plus d'armes ou plus d'objets. Et après, quand on rencontre des méchants, c'est un peu con, quand on rencontre des ennemis, on peut décider de passer en vue tactique, complètement à la XCOM en fait. Donc il va jouer au tour par tour avec des cases. Ton personnage, chacun de tes personnages vont avoir 2 actions qui vont pouvoir donc se déplacer, tirer, utiliser des capacités spéciales, lancer une grenade, se mettre en couverture, se mettre en tir nourri, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un tactical RPG. Je dis XCOM parce qu'ils ont c'est complètement le même jeu en fait. C'est au niveau des phases de combat, on retrouve exactement la même chose. Donc toute la richesse que peut avoir ce genre de tactical RPG. Mais le plus qui a été donné en fait à ce jeu, c'est toute la phase d'exploration. C'est-à-dire qu'on peut vraiment décider d'éviter les combats, c'est-à-dire de contourner les ennemis, de décider de le faire silencieusement, de façon furtive, d'aller juste attaquer un seul ennemi et de l'éliminer, parce qu'en fait si tu t'attaques à toute la zone, tu vas te faire complètement défoncer parce que les ennemis sont très très forts et font très mal. Je crois qu'au début tu vois t'as des personnages comme Dux qui ont 4 ou 5 PV, 4 PV, et les ennemis vont en faire 3, tu vois, ou 2, donc en fait dès que tu te prends une attaque tu te fais exploser, donc en fait ça te force à bien te concentrer sur cette phase d'exploration, d'aller très discrètement explorer, voir s'il y a pas un ennemi qui est tout seul et essayer de le tuer au premier round avec toutes tes armes furtives, comme tu disais l'arbalète. L'arbalète c'est une arme furtive, ou alors un fusil avec un silencieux, ce genre de choses. Et moi, je me suis vraiment pris au jeu en fait sur cette phase-là, parce que quand tu dois essayer d'éliminer un ennemi de façon très furtive, t'es vraiment dedans. C'est-à-dire, tu fais pas de bruit, tu te baisses, tu courbes un peu les épaules, tu vois, derrière ton écran, alors que t'as personne d'autre qui te voit à part tes enfants. mais en fait, ce jeu te met tellement dedans, c'est-à-dire que te rend tellement dans l'ambiance que ça va au-delà juste du jeu tactique où tu vas essayer d'être le meilleur et de défoncer les ennemis le plus rapidement possible ou sans jamais te faire repérer. Non, t'es vraiment dedans, tu tiens à tes personnages et tu vas vraiment essayer de trouver la meilleure combinaison possible entre le furtif ou l'attaque frontale si tu te sens assez confiant là-dessus. Mais du coup, tu vas pas passer toute partie à juste éviter. Tu vas quand même avoir des combats obligatoires. En fait, ouais, il y a des zones t'es obligé de les passer. D'accord. De toute façon, tu vois, c'est des zones assez ouvertes, mais pas très grandes non plus, et t'as des zones de sortie de zone en fait. T'en as 3-4 qui vont te permettre d'aller à une autre zone, etc. Et en fait, pour pouvoir aller ces sorties de zone, des fois, t'es obligé de passer par un combat. Ok. Des fois non, des fois oui. Et de toute façon, la plupart du temps, quand tu vas arriver à une autre zone, elle va être beaucoup plus forte, les ennemis vont être très très balèzes, tu vas avoir un petit crâne au-dessus de l'ennemi qui te dit que celui-là, faut pas y aller. C'est un élite un peu. Ouais, faut pas qu'il te repère et faut pas engager le combat avec lui. Donc en fait, tu peux passer quelques zones comme ça en évitant les ennemis, en tuant quelques-uns, parce qu'ils respawnent pas en fait si tu reviens. Tant que t'as pas fini la zone. Et aller donc récupérer des artefacts ou des pièces d'armes comme je disais, mais à un moment donné tu vas être obligé de foncer dans le tas et de détruire tous les ennemis, tous les vaincre, déjà pour faire avancer l'histoire, parce que t'as des cutscenes qui vont se déclencher, t'as des zones qui vont s'ouvrir, des objectifs que tu vas devoir ramener à l'Arche, mais sinon après t'es quand même assez libre, ce qui est pas le cas d'XCOM par exemple, où XCOM en fait c'est t'as quand même une carte, t'as la carte mondiale et tu vas choisir des missions, mais quand tu choisis une mission tu t'y rends et tu rentres directement en phase tactique. Donc ça donne, ça serait cool qu'XCOM s'en inspire en fait, comme eux se sont inspirés d'XCOM et nous propose ce genre d'hybride en tout cas, entre le jeu d'aventure, le jeu d'exploration et le jeu tactique. Et du coup, c'est quoi la part de temps passée entre l'exploration et justement le combat ? Alors ça c'est à toi de voir.
Néanmoins, quand même, le combat est très important parce que je l'ai dit, ça te permet de débloquer l'histoire, ça te permet d'avancer, débloquer des héros. Euh, mais, euh, mais si t'as envie de passer beaucoup de temps à l'exploration, à être très sneaky, à essayer vraiment de voir toutes les zones et à tout ramasser, parce que les ressources sont très rares en fait. Tu vas vite te retrouver à court de soins ou à court de grenades ou ce genre de choses. Et si tu fais pas beaucoup d'exploration pour récupérer des matériaux précieux, des métaux, bah tu vas vite te retrouver à court de ressources et tu arriveras jamais à battre certaines troupes. Et du coup, outre le grind de loot, est-ce que t'as pas un système de leveling derrière, enfin un truc qui te permet justement de booster ton perso, mais pas en termes d'équipement? Si, exactement. En fait, c'est là où le RPG intervient. C'est-à-dire que tu vas pouvoir composer au maximum de 3 personnes ta squad. Et tu vas rencontrer des nouveaux héros de temps en temps. Donc il va y avoir une renarde, il va y avoir une mutante avec des petites cornes. Tout ça, c'est assez sympa. Et chaque héros, en fait, a un arbre de progression. Et donc gagne de l'XP au fur et à mesure de l'aventure et du nombre d'ennemis qu'il a tués. Et ces niveaux vont permettre de débloquer jusqu'à 3 compétences que tu pourras utiliser en combat. Avec un petit arbre de progression, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je trouve qu'il y a 5 niveaux. Et par niveau, il y a 2 à 3 types de capacités différentes. D'ailleurs, qui est pas exclusif. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'emprunter une branche de l'arbre de compétences et où t'es bloqué. En fait, tu peux tout acheter où tu veux à n'importe quel moment. Et donc, tu peux établir des stratégies différentes, déjà par personnage et évidemment dans ton groupe. Alors, tu vas décider plutôt qu'un groupe qui va être à distance furtif, ou plutôt un groupe un peu hétérogène où tu vas avoir Bormin, le gros sanglier qui lui va foncer dans les mecs, les étourdir, et toi pendant ce temps-là avec tes gars à distance tu vas leur tirer dessus, etc., etc. Et du coup, tu parles d'équipe de 3, mais ça reste quand même un jeu en solo. C'est un jeu en solo, ouais. Il Ok. n'existe pas de multijoueur. Ça aurait pu être cool, peut-être, d'avoir sa team. Ça aurait été un bordel monstrueux. aussi, Je suis pas sûr que le jeu soit assez profond au niveau tactique et au niveau de personnalisation de tes personnages pour faire du PVP. Ok. C'est pas non plus là, c'est vraiment un jeu d'ambiance, un vrai jeu d'ambiance, et tu vas essayer de battre l'ordi qui est déjà très forte. Il y a 3 niveaux de difficulté. Moi, j'ai essayé avec le 2e, et en plus du 3e niveau de difficulté, si tu peux choisir d'être en hardcore. C'est un peu comme dans Diablo, quand ton personnage meurt, il meurt. C'est-à-dire quand tu perds un personnage, bah, il revient pas. Et ça, c'est terrible. Parce que si tu perds ton canard mutant, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu recommences à 0. Bah voilà, c'est ça. Et ah oui, et en plus en mode hardcore, tu peux pas sauvegarder quand tu veux. C'est-à-dire que ça sauvegarde qu'à certains moments, donc tu peux pas essayer de faire la technique. Bon, bah je sauvegarde à ce moment-là, juste avant le gros combat. Si ça merde, je recommence, je le charge, etc. Et tu peux vraiment espérer terminer le jeu avec un personnage en moins? Est-ce que tu vas par exemple récupérer tout son loot, enfin tout son équipement pour, J'ai pas essayé en mode hardcore, donc je peux pas te dire. Après, est-ce que tu peux espérer finir le jeu? Je pense que quand tu sais très bien jouer au jeu et que tu connais un peu par cœur après les zones et les ennemis, tu peux réussir, ouais. Parce que tu rencontres quand même beaucoup de nouveaux personnages. D'accord. Moi, je suis arrivé jusqu'à 6. Donc tu vois, 6, tu peux faire beaucoup de combinaisons, et si t'en as un qui meurt, bah il t'en reste encore. D'accord, il ok. t'en reste encore. Et ils sont où les persos qui jouent pas pendant ce temps-là? Il y a un petit bus à côté qui Ils sont à l'arche. Ils sont à l'arche. D'accord. Ils boivent un coup au bar de l'arche et puis ils t'attendent, quoi. Alors qu'ils pourraient t'aider, quoi, mais Oui, ils pourraient m'aider. Oui, on pourrait être 5. Pourquoi on n'est pas 5? Ah ouais. Non, c'est bon, vas-y, à 3. Ah oui, c'est une bonne question. Peut-être parce que c'est un jeu. Ah, peut-être. Je sais pas. c'est ça. Peut-être ça. Peut-être qu'en facile, t'as un perso en plus aussi, hein. T'as pas essayé, mais... Non, t'as juste des... Non, mais tu ça, fais moins t'as de pas le dégâts. droit de lancer des jeux en facile. Ouais, en plus, t'as pas le droit. Moi, je Non, peux mais pas je demande, juste pour la culture, pour les personnes qui jouent en facile, qui nous Ouais. écoutent peut-être. Après, j'ai honte, tu vois, sinon. Non, moi, enfin, c'est peut-être pas le débat, mais je pense qu'il faut toujours commencer un jeu par sa difficulté d'origine, et ensuite régler en fonction de son niveau. Ça réussit ou pas, Ouais, quoi. ça réussit ou pas, exactement. Et Voilà. combien de temps tu as passé sur le jeu? J'ai passé un peu plus de 10 heures sur le jeu. J'ai pas encore fini parce que j'ai pris mon temps. Mais le scénario, si tu le rushes et que t'es bon, je pense que tu peux le finir en une dizaine d'heures à peu près. Ok. Mais il y a du contenu, il y a beaucoup de fluff aussi. Il y a des cutscenes en fait qui se déclenchent quand t'as par exemple passé un combat important, t'as réussi un objectif, qui sont un peu en dessin animé, tu vois. Enfin, en dessin animé, c'est de l'image fixe avec un petit peu d'animation, un petit peu de layer, quoi. Mhm. Très sympa, très très joli. Puis les textes sont cool, quoi. Et pareil, quand t'es dans l'arche, en fonction de ce que t'as fait, les commerçants et le vieux sage vont pas te répondre de la même façon.
D'accord. Donc c'est pas trop mal, sans être un Fallout ou ce genre de choses. C'est pas ultra narratif. Ouais. Non, c'est pas ultra narratif, mais voilà, c'est un petit hybride quoi. Et si t'aimes bien le tactique, c'est cool. Tu vas kiffer quoi. Tu vas trouver en plus une difficulté qui va te pas obliger à réfléchir. Et en même temps, si t'aimes bien tout ce qui est jeu de rôle, tout ce qui est post-apo, tout ça, tu t'en auras pour ton argent. Parce qu'en plus, il est pas cher. Il est à 35 €. Et il y a une démo gratuite disponible depuis quelques temps. Et tu sais s'ils ont prévu des DLC ou des trucs Alors j'ai pas vu, non. Pour l'instant, non. Ok. Mais voilà. Et tu dis si tu aimes bien le tactics, mais si tu n'aimes pas, est-ce que c'est intéressant de se lancer dans ce genre de jeu? Alors, si t'aimes pas le tactique, non. Parce que tu vas alors, sauf peut-être en easy, j'ai pas essayé en easy, donc je me rends pas compte. Mais tu vas te prendre une claque dans la gueule, en fait, parce que dès le début, t'es que 2, et tu rencontres 3 petites ghouls. C'est pas très fort. Mais si t'as pas compris le sens du tactique, en fait, tu vas te faire démonter et tu vas risque d'être dégoûté, quoi. Mais après, ça peut être une introduction. Si t'aimes bien l'univers, ça peut être une bonne introduction. Ok, très bien. Eh ben merci pour cette chronique. Donc c'était Mutant Year Zero Road to Eden, qui est disponible depuis fin 2018 sur PC, PS4, Xbox One, et comme tu disais, ça vaut 35 €. Après nous avoir apporté un jeu venu d'Australie la dernière fois avec The Gardens Between, Anya a décidé d'aller un peu moins loin cette fois-ci en explorant un autre studio nordique, plus précisément venu de Suède. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Franbro ? Alors Franbro, c'est un petit jeu indé qui traînait, comme je vous l'avais dit, sur ma wishlist Steam. Ça faisait un petit moment que je ziotais un peu. C'est donc signé par le studio donc suédois Kill Monday. Financé par un crowdfunding sur Indiegogo, qui est à peu près l'équivalent du Kickstarter version californien à plus petite échelle. Et je crois qu'ils ont raised à peu près 28 000 $, pardon. Du coup, franc succès. Ils avaient pas demandé beaucoup. Je crois que le stretch goal était fixé à 20 voire moins. Il est sorti durant l'été 2015, donc ça commence à faire un bon bout de temps, pardon. Et le jeu n'est disponible qu'en anglais, par contre. Mais largement accessible à tous. C'est pas de l'anglais littéraire, c'est franchement des petites scénettes de discussion, donc rien de difficile là-dessus. Donc j'y reviens. Franbro, c'est l'histoire, démarre par la petite vie idyllique de Franbro qui vit avec ses parents dans une maison pleine de bonheur, pleine de d'entrain. Sauf qu'un soir, elle assiste au meurtre atroce de ses parents et tente de s'enfuir de l'horrible scène dont elle est témoin. Donc elle commence à courir, se rend dans le petit bois qui est à côté de chez elle. Puis elle finit par s'évanouir, complètement, je perds mes mots, complètement perdu et puis fatiguée et apeurée. Donc elle finit par s'endormir dans la lisière de cette forêt. Puis elle se réveille dans un établissement psychiatrique, puisqu'entre deux elle a été récupérée par les équipes médicales qui traînaient dans le coin, mais quand même des équipes médicales un peu douteuses, qui ont pas forcément des têtes super gentilles. Déjà des équipes médicales qui récupèrent les petites filles au bord d'une forêt, qui n'emmènent pas à la police, tu vois. Alors ni ambulance, ni juste un accès direct vers l'hôpital psychiatrique de la ville, donc l'hôpital d'Oswald, qui du coup lui fait passer des séances de thérapie et la contraint à suivre une sorte de traitement médical hyper louche. Donc on atterrit nous en tant que joueurs dans cette narration au moment où elle atterrit dans l'hôpital. Donc le premier chapitre commence par une séance de psy quelque peu bizarre, où finalement on se remémore très rapidement des événements. Le psy te dit effectivement t'es complètement traumatisé par ce truc-là, mais on a un médicament magique qui s'appelle la duotine. Et la duotine, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sortes de je sais pas si c'est des psychotropes, mais qui ont un effet totalement exagéré.
parce qu'en fait, quand Franbo prend de la duotine, qu'est-ce qui se passe ? Elle commence à halluciner. Donc on a l'écran qui commence à se secouer, on a une petite musique très stridente qui vient accompagner le truc. Puis elle commence à voir des morts partout. Ça me rappelle un film. Ça me rappelle un film avec Nicole Kidman, mais non, c'est pas exactement ça, parce que c'est encore pire. C'est qu'elle voit du sang partout, elle voit des enfants squelettiques à moitié en chair. Elle voit des infirmières qui sont complètement mortes depuis des années, dont le cadavre pourrit sur des bancs de l'hôpital, et outre mesure, elle voit aussi des démons faits de chair et de sang qui commencent à la harceler et qui commencent à lui poser pas mal de questions un peu dérangeantes, et à la menacer, tout simplement de la tuer, parce que voilà, la folie fait que au bout d'un moment, si les démons n'arrêtent pas de l'agresser, elle finit par tomber complètement dans la folie et par mourir. C'est ambiance hyper joyeuse. Mais quand même, Franbo, c'est une fille qui en veut, et elle se dit, non, mais je peux pas rester dans cet établissement. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller partir à la recherche de mon chat Mr. Midnight, qui est en fait le seul survivant de l'incident, et potentiellement aller chercher ce qui s'est passé avec mes parents. Donc retrouver le meurtrier et savoir ce qu'il en est. Mais vous allez le comprendre assez vite, c'est compliqué, parce que voilà, l'équipe médicale est très est très sur son dos. Donc il va vous falloir jouer avec votre traitement médical pour justement passer d'un univers à un autre, donc passer de la réalité à cet univers un peu cette dystopie plus gore. pour finalement vous déplacer d'un chapitre à un autre et puis débloquer la suite de la narration. Donc point and click classique, vous collectez des objets, vous les mettez dans votre inventaire et vous pouvez les combiner entre eux pour pouvoir justement par exemple passer une porte ou déjouer l'attention de l'équipe médicale dont vous essayez d'échapper. Puis aussi créer des gadgets qui vont vous permettre d'avancer dans l'histoire. La narration est vous avez des phases hyper enfantines où vous allez comme toute petite fille découvrir naïvement ce qui se passe et enquêter sur la mort de vos parents. Et comme toute petite fille. Comme toute petite fille normale. Et derrière tout ça, c'est horrible parce qu'il y a vraiment des phases où tu t'en prends plein la gueule, où l'histoire t'amène dans des endroits hyper étranges, hyper dérangeants. Mais c'est pas grave parce que Franbo est vraiment, c'est vraiment, ok, je vois un truc hyper gore, mais je suis une petite fille innocente et ça va aller. Donc on avance et puis tant pis, et puis on va essayer de faire face à toute la violence qui surgit, juste dans une sorte de déni un peu innocent pour garder la tête hors de l'eau. Il faut avancer et puis pas trop se poser de questions sur ce qui se passe autour de Fran. Du coup, ce qui est vraiment chouette dans cette histoire, c'est pas tant le fait d'avoir une méta hyper complète. C'est pas l'histoire est outre les scénettes un peu étranges, un peu bizarroïdes. Fran va avancer au fur et à mesure de son enquête et il va rencontrer divers PNJ qui vont vraiment étranges et qui vont comme lui vouloir pas mal de mal. Et je sais qu'on a beaucoup comparé Franbo à Alice au pays des merveilles dans l'idée de la petite fille qui se retrouve dans un pays imaginaire et qui essaye d'échapper à ses poursuiveurs. Ça fait penser à Beetlejuice aussi.
Ouais, il y a un peu de Un ça. petit côté, Mais là, pour le coup, le lien avec l'œuvre de Lewis Carroll est hyper direct parce qu'en fait, il y a plein de petits clins d'œil où tu retrouves des photos, des petits documents qui sont en lien où tu vois Alice avec Fran Bow. Enfin, voilà, je veux pas trop je veux pas trop spoiler parce que voilà, c'est des moments de l'histoire qui sont un peu plus en avant dans la progression. Mais ouais, il y a pas mal de clins d'œil et alors moi j'ai bien aimé ce parallèle avec Alice parce que effectivement c'est plus ou moins le cas, sauf que voilà, au lieu d'avoir une reine des cœurs qui est complètement hystérique et qui va envoyer tous ces pages sur toi, bah là t'as juste un démon hyper vicieux qui va essayer de te tuer à chaque fois et qui va la pourchasser dans son imaginaire et dans l'univers auquel elle arrive à accéder avec la guillotine. Donc ouais, Fran Bow c'est franchement moi c'est une belle découverte parce que j'attendais pas grand chose de ça et j'avais vu des screens où voilà, tu vois des trucs hyper gore, tu sais pas pourquoi. La DA est assez canon, moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette et très bien traité. C'est l'essence même de l'innocence mais salie par voilà des jets de violence, donc tu auras des taches de sang un peu partout, des cadavres vraiment omniprésents dans chaque scénette. Et mais malgré tout ouais, c'est vraiment un conte sur l'abnégation, donc voilà, si t'es un joueur exigeant et que t'as envie d'avoir toutes les réponses à ton histoire, c'est vraiment pas le jeu qu'il te faut. Mais par contre voilà, c'est comment t'abandonner dans la folie et puis essayer de reprendre raison petit à petit au fur de ta progression dans le jeu. Et du coup, ces comprimés là que tu prends, tu peux les prendre un peu quand tu veux. Il y a pas tu les prends quand tu veux. Il y a aucun effet secondaire. Donc tu peux très bien décider de passer 2 secondes juste pour voir ce qui se passe dans la cuisine ou à ce moment-là de l'histoire. Et généralement voilà, c'est surtout pour collecter des objets que t'aurais pas trouvé dans la réalité et que tu ramènes dans ton inventaire pour pouvoir combiner et puis avancer dans la réalité. D'accord, tu peux vraiment jongler avec ça, tu ramasses n'importe où. Exactement, tu ramasses n'importe où, ouais. Pas de risque d'overdose, non, on est tranquille. Non, je pense que l'overdose, ça aurait été un niveau supérieur, ça aurait été vraiment très dérangeant parce que ça reste quand même une petite fille, quoi. Bon, mais jusqu'à présent, c'est pas une fille classique, donc on sait ouais, pas. c'est pas une fille classique, mais bon, elle arrive à, tu vois, c'est très bizarre parce que t'as cette aura c'est hyper violent autour d'elle, mais parce que c'est Fran Bow et parce que la vie continue et parce que elle est déterminée à avancer comme malgré tout. C'est t'as cette dose d'innocence qui est assez sympa et qui vient quand même pas mal balancer l'histoire. Et alors en termes de prix, je crois qu'il était de mémoire à une quinzaine d'euros sur Steam. Je crois qu'il est aussi en version mobile, mais par chapitre. Je crois qu'il y en a 4-5 à hauteur de 2 euros. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est hyper sympa et c'est un bel univers. Moi, ça me donne envie de connaître la fin en fait, enfin de voir jusqu'où ça va et l'histoire, surtout s'il y a une suite, c'est alors que la fin doit être ouverte, j'imagine. Alors, elle est pas tant ouverte, mais en tout cas, t'as une fin à la trame principale. Après, t'as quand même pas mal de questions qui se soulèvent au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu. Et dont tu n'auras pas forcément la réponse. Mais c'est pas grave parce que on part du principe que c'est un monde complètement halluciné. Enfin, c'est vraiment un truc. Voilà, faut absolument pas être pragmatique quand tu joues à ce genre de jeu parce que de toute façon, t'auras jamais toutes les réponses que tu veux. Et tu l'as terminé, donc du coup j'imagine assez vite. Je l'ai terminé, je pense que j'ai dû en rushant un peu. En fait, je l'ai scindé en 2 soirées. Je pense que ouais, une dizaine d'heures et encore quoi. Ah oui, 2 grosses soirées quand même. Ouais, okay. 2 grosses soirées. Très bien. Et ben ça donne envie, en effet, c'est assez particulier cette petite fille. Je pense que ça a l'air très sympa. Enfin sympa, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas intriguant. Et donc c'était Fran Bow, merci pour la chronique. Donc c'est disponible depuis août 2015, comme tu disais, sur PC, Mac, Linux, c'est un prix d'environ $15 ou euros, selon là où vous l'achetez.
Il se passe toujours beaucoup de choses dans l'industrie du jeu vidéo, mais il y a eu énormément d'agitation ces derniers temps. On a sélectionné quelques sujets qui secouent un peu l'actualité ces dernières semaines, à commencer par Microsoft, qui arrive sur Switch. Donc je sais pas si vous avez vu l'info, mais ça a été annoncé récemment. En fait, il y a une conférence, la Game Developer Conference, où Microsoft a fait une conférence qui s'appelle Xbox Live, Growing and Engaging Your Gaming Community Across Platforms, ce qui signifie et laissait sous-entendre qu'en fait ils allaient s'ouvrir à d'autres consoles. Donc ce qu'on a appris récemment de manière plus ou moins officielle, c'est que très prochainement on pourra jouer aux jeux Xbox sur Switch. Donc je vais vous citer 2 noms que vous connaissez sans doute, Cuphead et Ori and the Blind Forest, qui vont être fabuleux à faire ou à refaire sur Switch. Qu'est-ce que vous pensez de cette information, de cette nouveauté, même si on sait pas encore tout aujourd'hui? Je sais que Ketrus, toi, Anya. Oui, pour moi, c'est clairement un pas en avant vers des nouvelles stratégies de fausses coalitions entre des concurrents directs, justement pour soit essayer d'attaquer des marchés qui sont complètement différents d'un éditeur type Xbox et voilà où les joueurs sont pas du tout c'est pas du tout les mêmes panels de joueurs. Donc non, c'est des rapprochements complètement stratégiques et financiers sur une nouvelle façon d'attaquer des nouveaux marchés et c'est hyper intelligent et voilà, Xbox de toute façon avait pas grand chose à perdre à ce stade-là. Donc j'ai envie de te dire, ils y gagnent à aller chercher et à aller faire copain avec Nintendo. Non, moi je trouve ça super chouette. En tant que joueur c'est super chouette, en tant que consommateur plus et quand il réfléchit un peu, ça fausse un peu le jeu, mais malgré tout c'est quand même cool d'avoir ce genre de titre sur Switch. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ce sera pas forcément en téléchargé, mais plutôt en streaming, donc on pourra pas forcément jouer dans le métro, sauf si on a une très très bonne connexion, mais j'ai des doutes. Et on sait pas encore quels vont être les effets d'un point de vue temps de réponse. On n'imagine peut-être pas jouer à un jeu de combat ou un FPS où on a besoin que ce soit ultra rapide. Typiquement, ça peut être un souci pour Cuphead, mais il y a des jeux pour lesquels ce sera beaucoup plus simple aussi. Et puis on fait quand même des choses intéressantes avec notamment Shadow, qui propose déjà ça aujourd'hui sur PC. Sur PC, ouais. Donc moi je dis c'est pourquoi pas, il faut voir après le prix que ça va coûter, est-ce que c'est un abonnement, est-ce que c'est le Xbox Game Pass ou autre chose. Si ça nous rajoute en plus encore 10 euros, $10 par mois, est-ce que ça va être rentable sur le long terme, mais pourquoi pas. Moi j'ai du mal à me projeter là-dedans en fait, parce que c'est pas du tout mon style de consommation de jeux vidéo. Moi le fait d'être sur un cloud, tout ça, c'est pas mon truc. Je me rappelle, on avait déjà discuté de ça, tu sais, sur Shadow, parce que c'est pratique, t'es pas obligé d'avoir une bécane de course pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu. Ça, c'est ok. Même si maintenant, à l'heure actuelle, quand t'achètes un nouveau PC, tu peux quasiment jouer à 95% des jeux actuels. Normalement. Mais peu importe. Donc je me rends pas compte. Je pense qu'il y a une catégorie de personnes que ça intéresse. Moi, ça me ferait chier de payer un abonnement par mois juste et pas avoir les jeux en fait, tu vois. C'est ça. Hein, j'aime bien avoir le jeu parce que je me dis je peux le réinstaller. Moi, ça arrive, tu vois, sur la PS4, j'ai des jeux que j'avais achetés en solde ou que j'avais acheté il y a longtemps et des fois, je repasse dans ma bibliothèque et je regarde tous ceux que j'ai. Et je fais tiens, celui-là, j'aime le réinstaller, je vais me le faire et de me dire que là. Alors c'est un peu con parce que là, je pourrais aussi, tu vois, si j'avais un abonnement, c'est quoi le PS Cloud ou PS Now. PS Now, ouais. Si je l'avais, je pourrais aussi jouer à n'importe quel jeu, n'importe quand, mais je sais pas, je suis un peu réfractaire à ça. Je pense à tort, parce que c'est sûrement l'avenir. Mais, mais par contre, sur Switch, c'est à la fois bien et pas bien, parce que la Switch, pour moi, c'est une plateforme où tu vas pouvoir jouer à plein de jeux différents, plein de petits jeux indés, tout ça. Donc c'est plutôt cool d'avoir un abonnement où tu peux choper dans une bibliothèque assez vaste. Et en même temps, tu évoquais les problèmes de connexion. Alors peut-être avec la 5G, ça sera quelque chose qui sera complètement oublié et du coup tout le monde sera sur un abonnement. Parce que du coup, tu vois, Netflix, on regarde, ou toutes les plateformes de VOD, on se pose même plus la question. On paye un abonnement et on regarde des films. Mais est-ce que c'est pareil pour les jeux? Je sais pas. C'est ce que j'allais te dire justement, comparé avec Netflix, parce qu'à tout moment tu peux te désengager et t'as plus accès à rien. Mais tu te dis vas-y, j'ai envie de me refaire un film, une série ou il y a un truc qui sort, tu te réabonnes en fait. Donc c'est le même principe au final. C'est vrai. Mais peut-être qu'on a cet affect de vieux d'avoir connu les objets en boîte. C'est le côté un peu collectionneur. Ouais, il y a ça aussi un peu. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, il y a pas mal de jeux
que j'avais acheté et que j'aime bien avoir juste dans ma librairie, tu les vois, tu vois. Donc c'est super cool. Mais ouais, non, je pense que de toute façon on va y aller. Hein. Enfin, on va mettre les deux pieds dedans et puis ça va se faire. Effectivement, la nouvelle stratégie pour tous les éditeurs, je pense, et pour le secteur du JV à proprement dit, c'est Netflix, quoi. C'est le Netflix du JV, quoi. C'est ça. Même si là, il y a aussi une histoire de marque qui se concurrence parce que typiquement, comme tu disais, Microsoft est un peu mort. Contrairement à PlayStation, enfin, il y a eu un combat qui a été gagné. Je pense que justement, c'est pour de toute façon, enfin, Xbox, faut pas se leurrer, ils essayent de contrer Sony à plein de niveaux différents, et je pense que là, le fait de se rapprocher de Nintendo pour Ori ou pour Cuphead, c'est hyper intelligent, et puis je pense que dans un futur proche, il y a pas mal d'éditeurs qui vont se rapprocher comme ça, et que pour des raisons on va essayer d'attaquer de nouveaux publics et des publics qu'on n'avait pas autrefois, quoi. Mais il y a encore un effet un peu bizarre, mais c'est comme l'effet qu'on avait eu à une époque où Nintendo et Sega étaient en guerre, et puis aujourd'hui Sony qui est sur toutes les consoles et se bat avec Mario dans les jeux, quoi. Donc c'est un truc qu'on n'imaginait pas en tant que très vieux, et au final aujourd'hui c'est pareil. Demain on dira Cuphead sur Switch, oui, c'est normal. Enfin, on s'en fout que ce soit un jeu Microsoft. Ça. Ouais, tant mieux. Et puis après, si ça permet aux gens de jouer à Cuphead sur Switch, c'est cool, quoi. C'est un excellent jeu. C'est un très très bon jeu qui est assez difficile, mais qui est très hyper très cool. stressant. Qui est magnifique surtout, quoi. Ouais, qui est en plus super beau. Beau. Très bien. Et l'autre sujet du moment, alors je pense que vous y avez joué tous les deux, si j'ai bonne mémoire, mais c'est Apex Legends. Je crois qu'Anya, tu joues beaucoup à ça. Je joue beaucoup à Apex, j'y joue encore, j'étais là Day One, alors que j'avais absolument pas envie d'y aller, ça faut le savoir. Mais j'ai des bons amis qui me traînent toujours dans les bons plans. Donc moi Apex, de toute façon, vous avez dû en entendre parler, c'est 1 million de joueurs sur la plateforme au bout de 8 heures, après 8 heures de lancement. Et aujourd'hui, je crois que j'avais lu des chiffres, on atteint les 50 millions sur le mois de joueurs. Ouais. Alors, actifs, je pense pas, mais... C'était 25 la première semaine. Ouais, 25 la première semaine, et là, on atteint 50 millions, donc c'est 10 fois mieux que ce qu'a fait Fortnite au lancement. C'est hallucinant. L'idée, c'est que c'est un gros hit aujourd'hui. Les devs, c'était pas du tout attendu à un tel succès, mais c'est un nouveau Battle Royale, format un très juste format entre Fortnite et entre PUBG. PUBG qui a ce côté très réel et moche, et Fortnite qui est très cartoon et très grand public. Apex se pose pile poil au milieu, très Overwatch dans la démarche de on a des classes, des personnages qui ont des pouvoirs différents, qui ont des pouvoirs passifs et ce que j'appelle des ultis, donc des pouvoirs qui se génèrent au bout d'un certain temps. Et c'est le gameplay hyper rapide, hyper fluide. Moi je sais qu'une partie c'est à peu près 10 minutes, quand t'arrives à plus ou moins arriver dans le top 10, et peut-être 15-20 quand t'arrives champion, quoi. Mais c'est hyper rapide, le matchmaking est incroyablement efficace, même si on a des histoires de level entre persos, mais en fait ça veut rien dire parce que c'est juste le nombre de fois où t'as joué, où t'as relancé des parties, où tu accumules des XP. T'as aussi des systèmes de Battle Pass qui sont en train de se mettre en place, où t'as c'est quoi le game Origin, enfin l'équivalent de l'abonnement pour Origins, qui te permet de débloquer des skins, des nouveaux héros. Et là, je crois que d'ailleurs, ils avaient parlé d'une grosse mise à jour prochaine, pour justement ajouter une ou deux maps et des nouvelles légendes. Ouais, ça on sait pas trop. Il y a des leaks, il y a des data diggers qui ont été regardés dans le code du jeu pour complètement fou. Toujours des fous.
Il n'y a pas grand-chose, ouais. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. On sait pas encore, mais après, voilà, on a déjà, je sais qu'ils sont hyper actifs dessus. Ils sont déjà en train de faire du rééquilibrage, ne serait-ce que sur des armes comme le Peacemaker ou le Wingman, qui étaient, qui sont hyper emblématiques et que les joueurs surjouaient. Là aujourd'hui, c'est des nerfs qui sont faits justement pour favoriser d'autres gameplays, d'autres armes qui étaient un peu passées à la trappe. Et c'est super cool. Moi j'adore. Enfin, j'en fais pas toute la journée, mais c'est le genre de partie. Ça dure vraiment 10 minutes, donc t'en lances une et puis après tu reviens dessus plus tard, quoi. Même moins de 10 minutes. Des fois c'est 1 minute. Bah, des fois c'est 1 minute quand tu meurs, quoi. C'est tout Battle Royale. Exactement. Effectivement. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un gros succès. Moi, j'y joue beaucoup aussi, quoi. Et c'est un pote. Alors, par contre, je joue sur PS4 pour jouer avec des potes, même si je suis plutôt joueur PC à la base. Tu te justifies pas, c'est très bien. Hein. Si, je me justifie parce que en fait, les FPS, normalement, je joue pas dessus, mais bon, voilà. J'ai plus d'amis sur PC. Alors, je fais un appel. Bonjour, est-ce que vous voulez venir jouer avec moi à Apex sur PC? Ou tu peux acheter une Switch. Bon, ça a rien à voir, je sais. Ouais, mais... c'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'il disait? C'est marrant parce que je me fais défoncer, mais j'ai vachement envie de jouer à ce jeu, quoi. Et moi, ça me faisait ça aussi au début, parce que tu te fais exploser par les mecs de 12 ans qui ont 50 codes derrière sur PS4, et que toi, t'es comme un con avec tes gros doigts sur les manettes. T'as plus les réflexes d'antan. T'as plus les réflexes d'antan et tu les auras jamais, de toute façon. Mais au moins, tu t'éclates. Ouais, le jeu est super beau. Le fait que ce soit en squad de 3 et pas tout seul, c'est génial, parce que en plus, ils ont mis tout un système de communication qui te permet de jouer sans avoir de micro, avec des indications. Faut aller par là. Attention, il y a un ennemi. Attention, ici, j'ai vu une porte ouverte. Ah là là, là-bas, il y a un kebab, etc. Ce genre de trucs. Enfin, hyper pratique pour ces sorties entre amis. Et puis ouais, comme tu disais, c'est un jeu hyper dynamique. Tu peux glisser, tu peux voler, enfin plus ou moins voler. Tu peux planer parce que t'as des ballons qui t'emmènent très haut pour pouvoir traverser la carte un peu plus vite. Tout est fait pour que ce soit fun en fait. C'est dans l'univers Titanfall en plus, donc c'est un univers qui existe déjà et qui a un gros background. Donc il y a tout pour réussir, quoi. Alors quand il est sorti, on disait waouh, c'est un jeu, ils ont pas fait de com. Il est sorti, il est fini. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'était pas une bêta, t'attendais pas le patch de bêta. Et alors là maintenant, on voit des problèmes. Il y a eu quelques problèmes d'équilibrage, il y a eu des problèmes de. Il y a eu pas mal de bugs in-game, enfin des problèmes d'hitbox aussi sur les personnages. Par exemple, t'as un personnage, celui qui a la plus petite hitbox en plus, quand t'es court, elle est accroupie, donc elle est encore plus petite. Et le plus gros personnage, il a 140% de hitbox en plus, donc ça déséquilibre complètement le jeu. On s'est rendu compte que c'était le Battle Royale qui avait le netcode le pire en fait du marché. C'est-à-dire ? Alors en fait, c'est pour résumer très simplement, c'est un peu le temps de réponse que tu vas avoir entre le client et le serveur, et l'aller-retour en fait, et comment c'est distribué aussi aux autres clients. Et donc ça crée des problèmes, c'est-à-dire que des fois tu vas te retrouver à te mettre derrière un mur, t'es mort. Et tu sais pas pourquoi, et en fait c'est parce que la personne, elle t'a vu au même moment où toi t'étais derrière le mur, pour elle t'étais encore devant le mur, ce genre de choses. En fait, ça crée des espèces de lag. Il y a des grosses désynchros. Donc ils le savent, ils vont bosser dessus. Ils sont un peu à la bourre par rapport à un Fortnite qui eux ont tout masé sur les Battle Pass, les mises à jour tous les 15 jours. Attention, parce que Fortnite, ils ont quand même sorti un jeu avant ce qu'on connaît du Battle Royale, qui a été en fait un Tower Defense, qui avait pas du tout pour but d'évoluer dans ce sens-là, et les mecs avaient un jeu qui avait pas marché, donc en fait ils ont fait une belle transformation, mais ils se sont bien plantés dans les premiers temps, quoi. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont évidemment, si on compare au début du jeu, ils sont pas en retard, mais comme ils arrivent déjà dans un marché où il y a Fortnite qui est très présent et qui a une politique commerciale, en fait, on peut le dire, qui est aboutie et qui est très très efficace. Là, j'ai un peu peur que s'ils sortent pas quelque chose, tu vois, dans la semaine ou dans les 10 jours encore, ça me paraît hyper long. C'est con à dire maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai peur que ça perde un peu. Ils ont fait des équilibrages. Je pense que là, faut qu'ils sortent un nouveau perso, faut qu'ils sortent la nouvelle carte. Clairement. Il y a des modes de jeu apparemment qui seraient peut-être dispo. Moi j'aimerais bien genre un truc tout con, mais tu vois, une fois que t'as trouvé ton squad de 3, tu en parles à un autre ami, donc ça fait un 4e ami qui va se retrouver solo parce que en fait il pourra pas rentrer dans les squads. Moi j'aimerais bien un truc avec plus de monde dans les squads, quoi. Ça pourrait être pas mal à 5. Alors j'ai entendu parler alors c'est peut-être un leak, c'est rien du tout, mais ça m'a fait kiffer juste l'idée de partir solo. Ok.
Mais à chaque fois que tu tues quelqu'un, quand tu le sauves, il vient dans ta squad. Ah non, trop bien. Ça serait un truc Ah, de ça malade, va. quoi. Ça serait, bah ouais, parce que tout le monde, tu vois, après t'auras Ouais. des squads de 2, 3, puis tu tues une squad de 5, tu deviens une squad de 10, enfin. Et ça, je sais pas si ça va être fait. Ah ouais, Et ça ça serait fait un truc de kiff. malade, Ouais. quoi. Voilà. En tout cas, un gros succès, quoi, Apex. Mais puis il y a pas que ça aussi. Enfin, ils sont arrivés comme tu dis, sortis nulle part, mais comme tu dis, c'est Titanfall. C'est EA derrière, c'est pas. Ouais. Enfin, ils partent pas de zéro. Non. Plus ils ont eu un gros budget ils ont payé pas mal de streamers de Fortnite pour justement les déporter vers Apex. Et c'est ce qui fait que Ouais, ça. mais du coup, ils sont restés. Enfin, les streamers qui sont allés sur Apex sont quand même restés sur. La majorité ou enfin tous. sont- Pas tous, mais Ouais. mais. Bah, Gotaga, il continue en France, mais bon, il est toujours un peu entre Fortnite. Ouais, parce il est qu'il il est un peu entre les deux parce que ouais, Fortnite l'a propulsé, donc forcément. Oui, puis il a je sais plus qu'on appelle ça, t'as un code aussi quand tu rentres. Il y a un système. Ils ont un système un peu, un truc qui met de parrainage, un truc comme ça, quoi. Et en fait, Gotaga est vachement dans ce système-là, et donc il peut pas laisser tomber Fortnite, c'est sûr. Ouais, ça peut Il se les comprendre. complète. Mais t'as t'as Shroud, Ninja, Dizzy. En plus, il y a eu un tournoi là, il y a pas longtemps. Il y a eu un des premiers tournois qui est à 25 000 $, qui a été fait. Oui, Et puis t'as même en France, t'as Vitality qui commence à Ouais. lancer des line-up pour Apex, mais genre alors que le jeu était sorti il y a même pas une semaine, tu vois. Exact. Et t'as le community manager qui a fait une com sur justement le fait qu'ils recrutaient des gens et qu'ils étaient en train de monter une équipe juste pour Apex, quoi. Ah, j'espère qu'il y aura de l'e-sport autour d'Apex. Parce que ça c'est s'y prête, quoi. spectaculaire, Enfin, quoi. c'est Ouais. fait pour, quoi. Mais t'en On verra as qui ont ça rassé le bientôt. jeu. Hein. T'as Dizzy, un des plus gros, ou Shroud plutôt, un des plus gros streamers et joueurs de trucs. Il est déjà à 10 000 frags sur un perso, quoi. C'est Ouais, c'est un peu 10 000 fou frags, quoi. furieux, Je sais pas si c'est vous vous rendez énorme, compte, mais c'est c'est énorme. assez hallucinant. Donc ça marche. Oui, en effet. Et dans les autres actualités, justement pour rester sur l'e-sport, tu vas garder la parole que Truss avec l'histoire de l'Arma Team. Il s'est passé un peu quelque chose récemment, donc c'est peut-être pas la première histoire autour du monde de l'e-sport, mais là, enfin, en tout cas, moi, ça me parle parce que je suis aussi joueur Hearthstone. Mais est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer un peu? Oui, et puis c'est pas anodin parce que l'Arma Team, enfin l'Arma TV plutôt, pas l'Arma Team, donc la télé de Arma Team, c'est une des plus grosses télés, voire la plus grosse télé jeux vidéo française. Et en janvier, t'as 3 streamers, donc t'as Odemian, Vince, Felken, et t'avais Maverick qui était déjà parti quelques mois auparavant, annoncent leur départ de l'Arma Team. Et en plus, quelques jours après, t'as Olièche et Tars qui sont eux qui étaient pas en CDI, contrairement aux 3 précédents, donc qui sont en indépendant, qui streament aussi, décident aussi de partir. Donc ils doivent partir 1 mois après, avec un préavis normal, hein, ils sont en CDI. Et par contre, t'as Torque qui fait une vidéo qui suit juste après, avec beaucoup de sel, énormément de sel dans cette vidéo et pas mal de, oui, c'est ça, d'amertume, on va dire, Ouais. et de critiques un peu dures en fait sur les personnes, sur les streamers qui partent. Alors lui, en plus, il décide, donc il fait partie du board de l'Arma Team avec les Willis. Et il décide de couper complètement la télé Hearthstone. Donc c'est-à-dire qu'il dit il y a plus rien, c'est moi je vais streamer pendant 1 mois et puis on va recruter d'autres personnes. Et il accuse ces streamers donc de l'avoir pris en traître, lui avoir mis un poignard dans le dos, de l'avoir pris au dépourvu surtout, de l'avoir trahi. Il les traite de feignants aussi en disant que ils n'ont jamais voulu faire assez d'heures ni les aider à organiser les événements Arma Team. D'ailleurs, il y a tout un truc autour de ça où justement les streamers eux disent qu'ils n'étaient pas payés pour porter des cartons et installer 200 PC quoi. C'est ça. Ils ont un site où ils ont un hashtag qui s'appelle On porte des cartons. onportedescartons.com. Ouais, Mais si tu peux revenir un peu même sur l'historique, enfin, Ouais, tous ces gens-là je en vais- fait de base venaient de Millennium. Je vais revenir justement en historique. Donc c'est un peu du foutage de gueule de la part de Torque de dire qu'il les a trahis et que tout le monde s'en va et que c'est horrible parce que cette histoire remonte il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, où Millennium était une des plus grosses télé Hearthstone françaises, voire la plus grosse. Et Lewilis se fait virer pour des raisons que je ne connais pas. Et Torque, un peu en fer de lance, motive les autres streamers à dire écoutez, on fait une espèce de grève et si vous le rembauchez pas, on se barre tous en même temps. Quoi. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont tous barrés en même temps et ils ont fondé, ou plutôt je dirais dire refondé Arma Team, parce qu'Arma Team c'était une très vieille structure qui faisait du CS entre autres. 5.6, ouais, pas mal Ouais. de... Ce genre de truc. Et donc ils montent la nouvelle télé. Quand ils montent nouvelle team, pardon, c'est pas télé, mais en plus il y a la télé Hearthstone. Quand ils montent cette team,
On part entre potes, on est tous des potes, machin. Ok, les Willis, Torque et Bess Marmotte, on va être les seuls au début à avoir des parts dans la société, parce qu'ils engagent de l'argent. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tous des parts, parce que c'est normal, etc. Et premier un peu mini clash, les streamers, donc Odemian, Maverick, Vince, Felken, n'ont pas de part dans la société. On leur dit que c'est parce que comment amener ça, l'investissement, ou en tout cas ce qu'ils amènent à la structure, ne leur permet pas, n'est pas assez valorisant pour avoir des parts dans la société. Donc déjà ça, alors ça c'est un truc légal, je peux le comprendre, mais en même temps ça a été déjà une première trahison. Dès le début. Hein. Donc dès le début ça commençait mal, mais ils se sont dit bon c'est pas grave, man up, on va y aller et puis on va faire en sorte que tout se passe bien. Ça se passe plutôt pas trop mal parce qu'ils font pas mal de viewers, ils envoient des tournois pas mal de streamers, pas mal de joueurs pro. Et puis en fait, il commence à arriver des petits problèmes. Déjà, Bess Marmotte s'en va, donc perd sa place au board et sépare, je crois, dans l'Arma Team. Déjà donc mauvaise ambiance. Et après, en fait, il commence à avoir des problèmes sur les remboursements, les défraiements pour aller en tournoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des joueurs qui ont été en tournoi, qui ont dû se payer eux-mêmes leur déplacement, ce genre de choses, ou même pour remplacer sur un stream ce genre de choses, il prend son Uber, il est pas remboursé par la boîte parce qu'on lui dit non de toute façon si t'es pas content c'est comme ça, et puis t'es pas assez bon pour qu'on te rembourse ou ce genre de choses. Et voilà, et l'ambiance commence de plus en plus à être pourrie. Donc la plupart des joueurs décident fin 2018 de réunir tout le monde et de leur dire écoutez voilà ça se passe pas bien, l'ambiance est pourrie, vous nous traitez mal, nous on veut faire plus de tournois, on n'est pas là pour installer des cartons, donc déballer des cartons et installer des PC, nous on est streamers et joueurs pro avant tout, et si ça s'améliore pas on se barre en janvier quoi. Chose qu'ils ont faite. Entre temps Maverick s'est barré aussi parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà un peu tout le drama de l'histoire. Donc a priori, bon après on sait évidemment pas tout. Torque et l'Arma Team n'ont pas été très réglo avec ces cas-là. Et donc c'est pas une vraie trahison. Apparemment ils avaient déjà prévenu 6 mois à l'avance. Et donc tous ces streamers vont dans une nouvelle structure qui s'appelle Solary, enfin une nouvelle structure à Hearthstone parce que Solary existe déjà sur du Smash Bros, sur du Trackmania et du FIFA. Donc c'est déjà une structure anglaise, je crois, d'e-sport. Et en fait, ils viennent tous avec Bess Marmotte en plus. Donc la plupart des joueurs pro et streamers français sont dans cette nouvelle team qui s'appelle Solary. Entre-temps, Gamers Origin arrête sa télé Hearthstone. Et on se demande bien où est-ce que vont leurs streamers. Ils vont chez l'Arma Team. Donc, comme par hasard. Il y a Keun, mais il y a surtout Oliash et The Fichou. Donc The Fichou, c'est quand même le premier youtubeur français Hearthstone. T'as dit Oliash, tu voulais dire Unit peut-être? Unit, pardon. Ouais. Oliash, il va chez Solary, pardon. Et donc ils vont aussi chez Arma Team. Alors que Arma Team a beaucoup cassé dessus sur Gamers Origin au bout d'un moment parce que c'était leur principal concurrent qu'ils ont écrasé. Ouais, finalement. Et donc voilà, Solary s'est lancé. Et Solary, lors de la soirée de lancement et même là en fait depuis, écrase complètement l'Arma TV au niveau viewer et au niveau abonnement. Alors, je sais pas quel est le ratio, mais je crois que c'est à peu près 4 pour 1 ou 3 pour 1. C'est quelque chose comme ça exactement. Donc c'est quand même assez fort. Au final, tu te dis c'est pire que les transferts dans le monde du sport. Là, c'est carrément l'équipe qui est transférée à chaque fois. Enfin, ils ont cette puissance, cette force, ces joueurs-là. C'est hallucinant quoi. Et ouais. Mais ça pourrait paraître anodin et se dire c'est juste un drama, c'est amour, gloire et beauté, on s'en fout un peu. Oui et non, parce que c'est un jeu qui marche beaucoup, Hearthstone, c'est un jeu important, et puis c'est un des jeux les plus vus en France en fait. C'est un des jeux qui est le plus streamé, où il y a le plus de viewers. Donc c'est important. Si on prend un peu de recul, c'est important au niveau global parce que c'est de l'e-sport et c'est la place que peut prendre l'e-sport aussi un peu dans le paysage français, en tout cas audiovisuel au sens large, quoi. En tout cas, il y a des histoires partout dans le monde du travail, mais là, c'est vrai que ça a pas mal secoué sur ces personnes-là, parce qu'ils ont réagi justement avec leurs vidéos, passer le mois de préavis. Exactement, ouais. Et on a appris certaines choses. Alors, on sait pas forcément qui croire, mais on sent quand même une certaine sincérité chez les joueurs virés, enfin dégagés. Ouais, c'est ça. Enfin, pas virés, mais qui sont partis. Et tu dis que tout n'est pas clean derrière, quoi. Non, tout n'est pas clean. Et même les joueurs qui ont rejoint l'Arma récemment. Bah oui, parce que on fait des vidéos. Ils ont rejoint l'Arma. L'histoire que commence. Ils ont rejoint l'Arma donc mi-février. Avant la fin donc du préavis des 3 en CDI,
qui ne pouvaient pas s'exprimer, en tout cas qui ne le voulaient pas, C'est qui ça. ne pouvaient pas légalement s'exprimer tant qu'ils étaient en fait embauchés par Armateam. Ils ont bien fait de se taire, je pense. Donc ils étaient contents, Unid et The Fichou par exemple, d'être Armateam parce que c'est une grosse télé, et puis voilà, ça leur fait du taf de toute façon, faut quand même bien le dire. Et entre-temps, le préavis fini, Vince, Felken et Odemian font leurs vidéos, et là t'as des vidéos de réaction de The Fichou Unid. Oui, alors c'est un peu embêtant, mais nous on s'en fout, enfin on est Nous, on est quand même contents d'être on là. est content d'être là. Non, parce qu'ils ont quand même reçu plein de messages de soutien en fait de leurs Oui. fans en leur disant barrez-vous maintenant, attention à vous, etc. etc. Mais il faut aussi dire que Unid et The Fichou sont plus âgés ici, un peu plus matures en tout cas au niveau professionnel. Et je vais pas juger le reste parce que j'en sais rien. Mais apparemment ils ont bien négocié leur contrat et puis voilà, faut aussi se rendre compte que tous ces streamers là et ces joueurs avant tout c'est des chefs d'entreprise, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils fassent vivre leur activité. Bien sûr. Donc ils ont souvent les pieds sur terre, pour la plupart en tout cas, ces deux derniers là. Bah, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, cette nouvelle équipe, Hearthstone Solari, a l'air Risque de déchirer. Ouais, ils avaient déjà gagné des titres, même certains de ces joueurs. Ouais, bien sûr, ils avaient fait des top 1 en Europe, des top 8, des trucs comme ça, tout ça. Ce qui est plutôt pas mal. Eh ben, merci à vous pour ces petits points sur l'actualité jeux vidéo. Il est maintenant temps de vous parler de nos petits coups de cœur du moment, mais juste avant, on va faire un point sur nos défis. Anya, t'en es où sur ton défi ? J'ai commencé mon jeu d'avril. Déjà ? Mars, avril. Ok, Ouais. c'est bien, parce que oui, c'est vrai C'est qu'on vient de bien. parler de ton jeu du mois de mars, là. Un truc sur Switch, un point and click dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Stillness of the Wind, Ah, c'est rigolo. et qui, ma foi, je vous en parlerai pas. Parce que parce que je suis assez mitigée sur le truc, mais voilà, très beau, très jeu indé comme j'aurais aimé qu'il soit, mais finalement très déçu, mais voilà, moi Ok, au moins tu joues, quoi. au moins je joue. Que Trus, toi ton défi justement, ça rejoint un peu l'Armateam. Toi t'es dans quelle équipe aujourd'hui de joueurs pro ? Quelle équipe de joueurs pro? Ah, moi je suis, t'en as pas encore. je suis Team Solari à fond la caisse. En tout cas en suivant. En suivant, oui, bien sûr. Ouais. Mais niveau jeu, on rappelle ton défi, donc c'est d'être... Ouais, t'es arrivé légende avant la fin de l'année. C'est ça. Alors j'ai essayé de prendre un peu ton défi, mais c'est pas le mien, donc j'en parle juste pour me le raconter, mais je suis Attends, monté... je te coupe ton micro. Ah d'accord. Je le dis quand même juste avant, je suis monté rang 2. Je suis Ouais, content. c'est Voilà, beau. c'est mon record. Rang Je 2. sais pas si je serai légende un jour, mais voilà. Mais si, tu le seras. Bah, moi, j'y vais doucement, hein, comme qui va piano va sano, on va dire. Non, j'ai fait top 9. J'ai fait rang 9 T'es plus dans Apex, en là. février. Faut arrêter. Ouais, c'est ça, en fait. Faut vite qu'on finisse que j'y retourne. J'ai fait rang 9 en février, puis là, voilà, je vais essayer un peu de tryhard au mois de mars, là, d'arriver rang 5, peut-être, mais faut voir, quoi. J'attends aussi la rotation, en fait. Parce qu'il y a, C'est vrai. avec la nouvelle, Pas mal de choses qui arrivent. L'année du rat, hein, c'est Du ça dragon. Du dragon. Ouais, rat dragon, c'est à peu près pareil. Ouais. C'est un peu plus long, ça vole, c'est... On va pas se faire chier. Voilà. Avec l'année du dragon et pas mal de changements dans les line-up et dans les dans les line-up dans les comment on appelle ça, dans les decklists en fait, Les dans la extensions, méta. ouais. Puisque seules les cartes sorties 2018 et 2019 seront jouables en 2019. Ouais, Et exactement. avec les nouvelles qui arrivent, ça va être sympa. Puis il y a plein de choses qui arrivent aussi en Ça solo. arrive, ouais. J'ai envie de tester les nouveaux formats de tournoi. Qui Oui. se rapprochent un peu de ce que je connaissais dans le monde des jeux de cartes, un peu Avec Magic. 3 decks, mais un principal et 2 secondaires avec seulement 5 cartes qui changent, si je me C'est trompe. ça, en fait, c'est le principe de réserve en jeu de cartes. Tu vois, par exemple, dans Magic, t'as un deck de 60 cartes, minimum, et t'as le droit à 15 cartes de réserve maximum, où en fait, quand tu joues contre un adversaire, tu fais une première partie, et entre les parties, t'as le droit de changer autant de cartes que tu veux, avec tes cartes de réserve. Et là, ils ont fait un peu le même principe sur Hearthstone, c'est-à-dire que tu pars sur une classe, tu te fais un deck, et après, tu fais 2 déclinaisons de ce deck. Il y a que 5 cartes qui doivent changer au maximum par rapport à la version initiale. C'est ça. Donc ça a l'air vraiment super intéressant et ça va ramener du neuf en fait à Hearthstone, je trouve, sur les tournois. Qui moi, à part les gros matchs, m'ennuie un peu parce que c'est toujours la même chose que tu vois. Bah, c'est toujours les mêmes decks, c'est toujours les mêmes... Ouais, Enfin, c'est ça. Mais après, Vraiment. ils arrivent quand même à rajouter pas mal de contenu, et même en solo, typiquement, ils vont mettre de nouvelles aventures solo, dont une qui va être sur toute l'année 2019. Ouais, elle c'est va arriver c'est trop bien. en DLC un peu, quoi, on va dire. Donc c'est quand même assez cool ce qu'ils font, je trouve. Ils se renouvellent toujours bien. On va voir ce que ça va donner. Les magiques, c'est quand même mieux. Désolée. Alors peut-être que tu pourras en parler dans une prochaine chronique. Tu joues à Arena, c'est ça?
Oui. Ok. Ah, intéressant. Faudrait parler des jeux de cartes, Ouais, sur tous les on jeux va qui sont faire sortis ça. récemment, plutôt que de parler des Battle Royale. Et la prochaine. Et moi aussi j'aime bien les Battle Royale, hein. Je joue à Tetris 99, donc ça va. Ah la Ben, vache. c'est Ah un... oui, c'est vrai. Ça existe. J'avais Ouais, ouais. oublié ce Bah, truc-là. ils ont fait récemment, c'était il y a quelques jours maintenant, un petit défi, c'est que il y a 999 joueurs seront tirés au sort parmi ceux qui ont fait top 1 pour leur offrir 999 points Nintendo, soit 10 euros. Donc faut juste faire un top 1 une fois et tu peux être tiré au sort pour gagner 10 balles. Donc Ouais, enfin, ça avait lieu un sur week-end. Combien de joueurs, quoi. Enfin, Alors c'est en Europe, faut arriver top 1 déjà, donc c'est un joueur sur 99. Et après je sais pas si le fait d'y arriver plusieurs fois te donne plusieurs chances, mais je vais tenter. J'ai fait un top 8 depuis que c'est sorti, hein. J'avais fait un top 1 avant, mais bon, bref. Chacun son Battle Royale. Mais c'est pas mon défi, moi, parce que moi c'est les romans graphiques et typiquement j'arrive à lire pas mal. J'ai lu Comment je me suis réincarné en Yamcha, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est super cool en fait. C'est l'histoire d'un japonais un peu random qui meurt bêtement au bout de 2 pages et qui se réincarne en Yamcha dans le monde de Dragon Ball. Et du coup il connaît toute l'histoire qui va arriver à Yamcha, mais il le fait vivre différemment et du coup il va s'entraîner pour être plus fort et pas mourir bêtement là où il meurt et justement avoir un destin un peu différent. Donc c'est une histoire hyper courte, hyper drôle, mais que je trouvais assez sympa à lire. Attends, le pitch il est mortel. Le pitch est mortel, ouais. Clairement. Donc non, c'est assez cool. Et là, j'enchaîne tout de suite sur mon coup de cœur, puisque c'est La fille dans l'écran, qui est un roman graphique qui a été dessiné par 2 personnes différentes, dont je n'ai pas les noms. Mais en fait, ce qui est assez fort, c'est que d'un côté, sur la page de gauche, il y a un dessin en noir et blanc, enfin des dessins en noir et blanc. Page de droite, c'est en couleur, et en fait, c'est des 2 filles qui évoluent en parallèle. Il y en a une qui est illustratrice, l'autre qui est photographe. Et en fait, on voit que leur vie, leur destin vont être liés et on les voit un peu communiquer entre elles. Et ce qui est assez fort dans les dessins, dans la narration, c'est justement ce côté un coup sur 2. Chose que j'ai eu du mal à réaliser puisque j'ai lu le roman graphique sur tablette et j'ai mis une 40aine de pages à me rendre compte. Mais je l'ai offert en physique à une amie récemment et c'est vrai que c'est très beau de le voir dans un bouquin, que ce soit le côté une page sur 2, même si parfois les pages s'entremêlent un peu. Enfin, l'histoire est très bien écrite en plus de ça, donc je recommande La fille dans l'écran. Ok. Deux. De 2 personnes talentueuses. D'accord. Pardon. dont j'ai oublié les noms que j'ai pas noté, mais c'est pas grave. Je mettrai dans la description. C'est déjà dans la description. C'est déjà Là, t'es sur ton téléphone, ton smartphone, Ah oui, t'écoutes c'est le vrai podcast qu'ils et l'ont déjà. c'est écrit. Ah bah oui. Donc tu lis tout simplement, je vais pas le répéter. Voilà. Et toi, Anya, ton coup de cœur? Je crois que t'étais au ciné, non? J'ai été au ciné, mais il y a, je sais pas, au moins 3 semaines, mais c'est pas grave parce que le dernier film que j'ai vu, c'était Alita, The Battle Angel, qui est donc le live, la version live de Gun, qui est donc un manga hyper, genre c'est un classique des années 90 de Yukito Kishiro. C'est sorti en 9 tomes, je crois, de mémoire, dont aussi, si on compte aussi les spin-offs, enfin bref. Donc Rodriguez sort une version cinéma de ce classique japonais et moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas violent comme ça l'est dans le manga. C'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus tout public, beaucoup plus enfant que ça ne l'est dans le manga initial. Mais ça n'empêche que je trouve que c'est badass. C'est trop beau. La CG est trop belle. Les mecs qui ont géré tout cet aspect-là et enfin ils ont assuré. Je trouve que c'est absolument pas choquant. Il y a aucun moment où je me dis putain c'est Alita elle est faite en 3D parce qu'en fait je m'en fous parce que ça se fond tellement bien dans le décor que c'est super cool. Moi j'ai versus c'est quoi le dernier live qui est sorti avec Scarlett Johansson, un Ghost in the Shell qui était complètement passé à côté, beau malgré tout et avec la bande son genre trop bien, mais voilà un casting quand même assez. Enfin moi j'étais pas c'était pas la bonne actrice. Je pense que c'était pas la bonne actrice. Mais ça n'empêche que voilà ils ont refait un live et en plus d'un mec enfin Rodriguez je l'aurais jamais vu sur ce genre de truc et pourtant il se débrouille très très bien. Donc moi j'étais plutôt contente d'aller voir Alita, même si la critique a été beaucoup moins enchantée. Parce que c'est pas exactement ce qu'était l'œuvre avant et mais voilà s'ils avaient mis du sang et des organes
des organes boostés dans le film. Voilà, vous auriez pas pu emmener vos enfants et c'est quand même dommage. Je pense que c'est beaucoup trop violent pour être porté tel quel au ciné, mais là je trouve qu'ils ont fait une belle transfo. Il y a le marteau fusée quand même. Il y a le marteau fusée, bien sûr. Ça va, Bien sûr, il y a le marteau fusée. Il y a alors je sais plus comment t'appelles ça. Ah, le jeu. Motor Ball. Ouais, c'est ça. Parce que en fait dans le manga t'as un autre sport qui est en fait un truc avec des sabres. Là ils ont choisi le Motorball parce que je pense que de façon bête et méchante le Motorball ça prête bien au cinéma et à ce genre d'adaptation et franchement même les parties de Motorball sont vraiment chouettes à regarder, elles sont hyper dynamiques et tout et c'est cool. Franchement moi j'ai bien aimé. Bon petit point noir malgré tout sur l'histoire d'amour entre cet acteur dont je ne veux pas me souvenir du nom que je déteste et Alita mais voilà malgré tout tout le reste est super chouette. Tu l'as vu Ketrus ou pas encore? Non, pas encore. Mais je pense que tu devrais le voir, même si t'es pas forcément, enfin, tu connais l'univers, mais quand t'es pas proche de l'univers, je trouve ça quand même assez cool. Et c'est pas doux que ça, hein, c'est quand même un peu violent. C'est violent parce qu'ils ont quand même, c'est quand même, genre, t'as des batailles entre chasseurs de primes, ce genre de choses et tout, qui sont hyper chouettes. Mais t'as pas, c'est moins sanglant. Et c'est pareil, tout le côté cyborg, il est moins technologique qu'il ne l'est dans le manga original où en fait le manga joue vachement sur ce côté humanoïde où ils transfèrent des vrais organes humains sur des cyborgs quoi. Mais ça reste un film à voir et puis il y aura une suite. Et il y aura forcément une suite. J'espère parce que t'as toute la en fait là typiquement il s'arrête au moment où ah non, je vais peut-être pas spoiler. Tu à la moitié de l'histoire. Ouais, à la moitié de l'histoire. Voilà. Okay, et toi, Ketrus? J'irai. Oui, il faut aller le voir. Qu'est-ce que t'as comme coup de cœur? Alors moi, j'étais au Festival international du jeu de Cannes. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore. Il y a quelques temps et du coup, j'ai testé plein de jeux. Pas autant que les hardcore gamers, mais plein de jeux. Et du coup, je vais en parler juste de deux petits. Alors il y a l'Asdor en fait qui s'appelle The Mind, qui est un tout petit jeu édité par un petit éditeur qui s'appelle Oya, qui à la base qui est encore un café-jeu d'ailleurs dans le 13e à Paris. Ce jeu, il a été fait par un neurochirurgien allemand, si je me plante pas. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? T'as une suite de cartes qui vont de 1 à 100. Et tu vas jouer en coopération, donc de 2 à 4 joueurs. Et en fait, le but, ça va être de remettre dans l'ordre les cartes que tu as en main. Par exemple, si tu as le 2, moi j'ai le 10, faut que tu poses le 2 avant moi et moi que je pose le 10. Ça paraît simple. Ça, oui, franchement, c'est trop simple. Ouais. Sauf qu'il faut le faire sans parler ni faire de gestes. Ah oui. Et sans montrer les cartes. Ça change tout. Donc tu vas avoir, par exemple, quand t'es 4 joueurs, t'as 8 niveaux. Et chaque niveau, en fait, chaque joueur va recevoir une carte par niveau. Par niveau du niveau. Je sais pas comment dire, par niveau. Par numéro du niveau. Je sais pas. Bon, t'as compris. Premier tour, t'as une carte, deuxième tour, 2 cartes, etc. D'accord. Et t'as 4 vies, je crois, à 4. Et donc, voilà, moi j'ai le 2, je me dis que personne n'a le 1, donc je vais le poser. Puis quelqu'un d'autre va avoir le 20, donc il va se dire, bon, 20, il vient de poser le 2. Je vais attendre un peu. Je vais te le pose maintenant. Ok, je le pose, et là, merde, non, il y en avait un qui avait le 15, quoi. Et hop, tu perds une vie. Et tu continues comme ça. Et en fait, ça paraît tout con comme jeu. Tu te dis, mais en fait, c'est un jeu de merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est facile, tu comptes les cartes. Non, pas du tout, en fait. Ça m'étonne pas que ce soit un neurochirurgien qui l'ait fait, parce que c'est très bizarre et c'est paradoxal, je veux dire, faut pas en parler, faut y jouer, mais jouez-y. En plus, le jeu est à 12 €. Mais ça t'emmène quelque part, déjà, le fait de ne pas parler, tu vois, d'être concentré sur le jeu et de se dire, faut que je pose ma carte maintenant, etc. C'est une expérience qui est assez fantastique à vivre. En tout cas, moi, je le pense. Voilà, donc pour le The Mind, donc foncez, hein, c'est un super jeu à faire découvrir aux gens. Et le deuxième jeu, qui est un beaucoup plus gros jeu, ça s'appelle Histoire de Peluche, qui a été fait en fait par le créateur de Mice and Mystics, qui était un jeu et un jeu de rôle, je crois, et un jeu de rôle, oui, dans un univers où tu as des chevaliers souris. Okay. Voilà. Mais là, ça n'a rien à voir, donc qui est trop cool, je vous le conseille. Et là, l'histoire en fait commence
dans la chambre d'une petite fille. Alors c'est pas fan bro, c'est beaucoup plus gentil et encore. Et donc cette petite fille, elle grandit, donc elle n'est plus dans son lit à barreaux. Donc elle change de lit, elle va dormir dans un lit de grand, donc sans barreaux. Donc on la voit, elle dit, elle se couche, sa maman lui dit bonne nuit, etc. Et là en fait, tu assistes à la conversation des peluches qu'il y a autour et qui disent, et surtout le vieux sage qui s'appelle Suture, qui lui avait déjà été la peluche de la mère de la fille, dit va falloir la protéger maintenant. Parce qu'en fait, les lits à barreaux, ils sont un peu magiques, ils protègent contre les méchants, les méchantes créatures qu'il y a dans la chambre à coucher. Ah, donc c'est une vraie histoire, ce genre de choses. Il y a des monstres sous le lit, alors. Ah oui, ça existe vraiment. Hein. Alors, si vous êtes des enfants, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Ça va mieux en grandissant, mais on regardez quand même sous le lit, on sait jamais. Et ne laissez pas dépasser votre orteil de la couette. Exactement. Et laissez un peu ouvrir la lumière dans le couloir. Et donc, ils disent, voilà, faut les protéger. Et donc, chaque joueur va incarner une des peluches, qui va avoir des traits un peu distincts des autres. C'est-à-dire que t'as le gros comment ça s'appelle, le gros éléphant. Lui, il est un peu, tu vois, c'est un peu le tank et le support qui va aider les autres. T'en as un qui tire à distance, etc. Ce genre de choses. Comment ça se passe? T'as un gros livre, un énorme livre que tu vas ouvrir, un livre à spirale. Et en fait, sur la partie de gauche, tu vas avoir le plateau de jeu. Sur la partie de droite, tu vas avoir l'histoire qu'il va falloir raconter à voix haute et les règles du jeu du plateau qui est à côté. Donc ça va du simple combat tactique de jeu de rôle que tu peux avoir comme dans Donjons et Dragons. Donc ça va, la première histoire par exemple, tu vas combattre des têtes de poupées sur des corps d'araignées mécaniques hyper creepy. Okay. Qui contraste vachement avec l'univers hyper enfantin du début. Il va falloir que tu les tues tous, voilà. Il y a une autre histoire où va falloir que tu t'en ailles avec tu sais, les espèces de comment on appelle ça, de chariots. Quand t'es petit, là, tu sais que tu tiens avec les chariots rouges avec les roues, tu vois? Ou pas? Ouais. Non? Comme dans Vice Versa, on en est, ils sont, tu vois. Ouais. Donc, tu choisis de prendre ce chariot-là. Donc, en fait, la page d'après, quand tu la joues, en fait, c'est la descente du chariot et, va falloir maîtriser les virages, va falloir décider d'aller plus vite, etc., etc. Parce que chaque page est un jeu, en fait. Chaque page est un jeu. Ah ouais. Et c'est une petite composante un peu le livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que tu vas, des fois, tu peux choisir, en fait, de choisir une voie ou une autre, ou alors parce que t'es trop pressé par le temps, ou parce que t'as les monstres que tu peux pas battre, et donc, tu choisis la solution de repli, quoi. Et on va dire, vas-y, va en chapitre 7 ou va en chapitre 9. Et donc, t'ouvres, tu relis les petites histoires qui est associées, tu lis les règles du jeu et tu joues sur le plateau de gauche. Trop bien. T'as de l'XP, plus ou moins. Enfin, t'as des points de vie qui sont des pluches, en fait. Du rembourrage, là, tu vois. Ouais, t'as des objets que tu peux fouiller. En fait, t'as une pile d'inventaire d'objets et tu vas pouvoir les trucs. Donc, ça va de le crayon, le trombone, la brique de jus d'orange, ce genre de choses. Voilà, et ça se joue avec des dés, avec plein de dés de couleurs différentes. C'est un super jeu à jouer entre adultes parce que c'est une histoire et parce que c'est quand même un peu du jeu de rôle, un peu du jeu tactique plateau. C'est bien, je pense, de le faire avec des enfants, tu vois, à partir de, je sais pas, j'espère pas dire des conneries, mais vers 7 ans peut-être même 6 ans, où t'as l'adulte qui peut faire le maître du jeu et donc tout lire parce que sinon les gamins ils vont peut-être avoir du mal à lire, mais dès que tu commences à être plus grand, tu peux faire tourner le narrateur. Alors voilà, c'est un jeu hyper riche. Il y a 7 histoires, je crois. Nous, on a commencé la première histoire, on a joué 2h30, voire 3 heures, et on n'avait pas fini encore la première histoire. Il y a du contenu, hein. Il y a du contenu. Ouais. Il y a plein de petites figurines. Il y a les figurines de tes personnages, mais aussi des monstres. T'as des monstres vraiment badass, quoi. Même voire creepy, tu vois. Et voilà, je le recommande vraiment. Le seul bémol, c'est qu'il coûte 70 balles. Ouais. C'est cher, mais il y a du matos et il y a énormément de travail en amont. C'est-à-dire que le travail d'écriture, le travail d'illustration, le travail sur le matériel est incroyable. Et petit chapeau aussi à la traductrice française, parce qu'il il y a qu'une personne qui a bossé sur tout le jeu, et ça, c'est quand même à respecter. Ouais, toute seule. Ouais. A priori, ouais. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Voilà. Sur l'univers, ça me fait penser un peu à Among the Sleep. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Un peu, ouais, peut-être, ouais. Mais sauf que là, tu joues côté bébé, donc c'est toi l'enfant, en fait. Et c'est ton doudou qui te veut du mal. Ouais. Donc, non, mais c'est encore pire, mais c'est, oui, ça m'a fait un peu penser à ça quand tu m'en as parlé. Ouais. En tout cas, c'est super bien, voilà. Ok, peut-être qu'on en reparlera et qu'on y jouera, hein. Merci beaucoup. On
va rapidement faire un petit récap sur les chroniques. Donc, Ketrus, tu nous avais parlé de Mutant Year Zero Road to Eden. Anya, t'avais enchaîné avec Franbo. On vous a fait un petit focus sur l'actualité du moment avec les jeux Xbox sur Switch, Apex Legends ou encore le cas de l'Arma TV, Arma Team. Et puis, on a parlé de nos coups de cœur et nos différents défis du moment. Merci pour vos chroniques. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Anya, par exemple, toi, sur Internet? T'as un blog, je crois. J'ai un blog que j'ai relancé après, 2 ans d'absence. Mais non. Au moins. Incroyable. Tu l'avais dit, tu l'as fait. C'est beau. Voilà, exactement. Je l'ai dit, je l'ai fait. Donc, anya-gaming.com ou sur Twitter, anya_gaming. Et toi, Ketrus? Moi, on peut me retrouver dans les podcasts Whisperos, qui parlent de Game of Thrones, et Comics Outcast, donc sur les comics comme on l'entend, quoi. Très bien. Whisperos, donc vous allez bientôt parler de la nouvelle saison. Je ne sais pas du tout, mais exactement. Alors, il nous reste un épisode à faire en mars, classique en fait. Et après, on va recommencer à partir d'avril ce qu'on avait fait donc au début du podcast, c'est-à-dire suivre la série à la semaine. On regarde l'épisode ensemble, on prépare l'émission, on l'enregistre et on le fournit juste avant l'épisode suivant. Ah ouais. Donc en fait, vous pouvez c'est pas mal. Avec nous venir profiter de ça. Et voilà. Avec vos théories respectives, j'imagine, sur la suite. Ouais, avec les théories, on revient sur les scènes, on apporte des détails, etc. Et puis après, on dort pendant 2 mois après la fin de la saison 8. Pas trop, parce qu'il faudra quand même venir au Contrecast. Mais c'est très bien, parce que d'ailleurs, il faut vous abonner, Contrecast sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et tout ça. Et vous pouvez, par exemple, vous avez sans doute des amis dans la vie, enfin, je vous le souhaite en tout cas, vous prenez leur téléphone, vous vous abonnez à leur place, et vous téléchargez les épisodes et comme 5 ça. 5 étoiles aussi. Ah ouais, 5 étoiles, c'est vrai, évidemment. On les met où sur les 5 étoiles, c'est sûr? C'est sur iTunes. Ok. Ouais, c'est en bas, c'est pas dur. Et un petit commentaire aussi, non? Ouais, un commentaire gentil. Gentil, ouais. Et si t'as pas d'amis, bah tu te crées plusieurs comptes avec plusieurs adresses email. On va faire ça, c'est pas mal ça. Comme ça, nous on t'aimera et puis. Voilà. Et vous avez le droit de mettre 2 commentaires, soit c'est bien, soit c'est très bien. C'est au choix, à la rigueur, mais tant qu'il y a 5 étoiles. Ouais. Ah, attends. Vas-y. Ouais. Non, pas 4 étoiles, 5. Voilà. 5 étoiles, c'est bien, voilà. Merci, est-ce qu'il y a un auditeur qui est venu nous voir, donc voilà. Il est abonné, c'est bon. Merci. Et puis, que vous soyez au petit déjeuner à manger une tartine de confiture, bloqué sur le périph' à nous écouter en voiture ou à la salle de sport en train de travailler votre musculature, faites un peu de pub pour le Contrecast, soyez notre brochure. Allez, salut, bisous.